Allez. Bon, c'est pas grave. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour les achats lecture manga du mois de mai 2021. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tomes de quels on doit parler, donc ça va faire un petit moment. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord, en mai, j'ai acheté et lu le tome 8 de l'édition originale de Parasite. C'est donc le dernier tome de cette édition. C'est une série que je découvrais donc avec cette édition, car j'avais regardé l'animé, mais je vais abandonner assez rapidement, et je n'avais pas touché à d'éditions plus anciennes. Et donc c'est une très très belle claque, pour le côté totalement humain, finalement, des parasites, qu'on découvre petit à petit. On se demande souvent quel est le problème entre les parasites ou les humains, en fait, par rapport à la Terre, et c'est très très intéressant comme façon de faire. On a un combat final en plusieurs parties, qui fonctionnent toutes chacune à leur manière, que ce soit avec l'amitié de nos personnages principaux qui est mise à mal, que ce soit avec le courage du héros qui revient grâce à un moment au calme, qui permet de réfléchir sur ce qu'il veut faire lui réellement. On a un bel affrontement directement en 1 contre 1 ou en 2 contre 1, et on a une avancée finale où finalement la Terre choisit d'elle-même ce qu'elle veut garder en fait, et c'est très surprenant comme fin, effectivement, parce que, au vu de la construction des personnages et des héros, je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, c'est tellement logique et tellement bien vu, je ne peux rien redire. Je suis très très preneur du moment un peu triste qui fait un tant soit peu avancer l'intrigue, donc entre les deux grandes parties du combat. Parce qu'il y a un grand changement du côté des héros qui implique une grande remise en question et un lancement passionnant pour le final. J'ai beaucoup aimé ce passage. Et le questionnement final sur le traitement qu'on peut réserver à un monstre ou à un sort de monstre, de qui on est en tant qu'humain pour décider qui doit vivre ou mourir, de qui on est en tant que personne seule pour décider qui doit vivre ou mourir, c'est magnifique. Et à la fin, on a un petit arc épilogue qui montre bien à quel point Shinichi s'est affirmé vachement plus grâce à cette histoire, et à quel point il est devenu plus humain, alors qu'il y a eu un passage censé l'éloigner de l'humain. Donc ça, en le mettant face à un humain qui lui-même est déshumanisé, car c'est un criminel, meurtrier, machin machin, pour une fin qui montre bien tout le bonheur et le plaisir d'être humain. Franchement, Parasite, c'est un super travail sur son personnage principal, sur ce qu'il a raconté, sur l'humanité, sur la Terre. C'est magnifique. Je suis bien content d'avoir découvert cette édition. Allez, tome suivant.
on verra plus là. Le tome 8 également, mais de Chainsaw Man cette fois-ci. Et c'est pas spécialement à mon goût, pour une fois. Chainsaw Man a souvent des jolis coups d'éclat qui me plaisent beaucoup, et souvent aussi des coups un peu chiants, pour pas dire beaucoup. Parce que là, donc il y a Denji qui fait face à plusieurs assassins. Ils ont chacun leur propre pouvoir. C'est intéressant et découvrir autant les assassins que leur pouvoir. Sauf que au niveau du visuel, c'est original, mais très bruyant, donc ça devient compliqué à suivre. Tout comme le fait qu'il y ait beaucoup de personnages d'un coup avec beaucoup de pouvoir, qui rend le tout. Ça aurait pu être agréable, hein, mais c'est désagréable vraiment. Ça marche pas super. Je n'ai pas compris vraiment où menait ce tome, ni à quoi servaient ces affrontements contre ces assassins. Je suis pas fan de ce que ça raconte du début à la fin. Voilà, comme j'avais écrit dans mes notes, non! Idée visuelle au niveau des pouvoirs et idée scénaristique au niveau des plans personnels, ça c'est cool, mais c'est trop chargé et insupportable à lire. Tout s'enchaîne machinalement et tristement. Il y a des très bonnes idées comme le fait d'aller en enfer, de croiser le roi des démons, de faire plein de choses comme ça, mais ça n'a que peu d'impact scénaristique, que ce soit parce qu'il y a des morts dont on se contrecarre, que ce soit parce qu'il y a des morts dont on n'est pas sûr, que ce soit juste parce qu'il n'y a pas de réelles évolutions grâce à ça. Ensuite, comme on vient de les découvrir, quand on voit les adversaires s'affronter entre eux, ben, ça ne fait un peu ni chaud ni froid, hein, ça on va pas se le cacher. Makima continue d'agir de manière horrible, tout le monde continue de fermer les yeux. C'est vraiment l'arc que j'ai trouvé le moins intéressant depuis le début, vraiment de loin. Alors qu'il y avait un potentiel de dingue vu tous ces personnages. Tout ce que je retiendrai de ce gloubi-boulga d'informations qui aurait pu être une base pas mal en plus de temps, mais qui est pas intéressante, trop chargée, trop rapide en si peu de temps. Donc je retiens juste la fin de Santa Claus, car elle est très 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 belle dans l'omniscience. Voilà. Chainsaw Man a du potentiel, mais fait souvent des erreurs, et là, ça en a une grosse, je trouve. Je trouve ce tome vraiment insupportable. Donc, tome suivant. Aïe! 8 et 8 font 16, donc nous allons parler du tome 16 de Beasters, qui est une série passionnante au possible, que j'adore. On finit notre petit tour sur la mère de Legoshi, qui a une fin de flashback très très belle, qui ne peut m'empêcher de me parler à mon petit cœur, car c'est quand même pas mal semblable à ce que j'ai pu connaître, hein, on va pas se le cacher. Donc, ben, déjà, quand on a des passages autant humains, c'est touchant, mais si en plus ils nous parlent et reviennent à des histoires qui ont existé pour nous, ah, je te dis, ça fait quelque chose, hein, Beastars. Aussi parce qu'il y a, dans le flashback de la mère, il y a tout le poids mental que ça met sur Legoshi, et ça me tue. Ah, c'est terrible. J'ai vraiment pleuré, véridique. Car leur dernier câlin ensemble est terrible. Ah, mais tellement. Ah. Et pour le reste, on a pas mal de petites informations qui agrandissent l'univers comme d'habitude. On a une petite confrontation idéologique entre Yaya et Gosha, comme on a déjà vu. On a un festival de la nourriture à la pleine lune, car où Legoshi veut suivre Melon. Évidemment, Yaya, qui a un rôle important, essaye de l'en empêcher, mais derrière le pousse quand même à y aller, car il a des choses à régler avec Melon, et a de l'espoir à mettre
dans Gosha, techniquement, mais dans les Goshi. On a une petite histoire intéressante avec Louis, puisqu'on suit l'évolution de sa romance avec Juno, mais qui est déjà compliquée de base vu que c'est l'interespèce, qui est compliquée ensuite car Louis a déjà une promise à cause de sa famille. Donc ça fait vraiment d'autres paquets d'informations qui stagnent pour l'instant, mais qui risquent de péter à un moment ou à un autre, et ça va être très intéressant. On a évidemment Juno qui a cherché le professionnel en relations interespèces qu'elle connaît, donc la personne de Legoshi. Et c'est triste à quel point, en se baladant pour évoluer et parler de ça, tout le monde leur dit "Ouah, mais c'est le couple parfait entre deux loups, tout va bien et tout." Alors que aucun des deux n'en a envie, et aucun des deux ne trouve leur bonheur là-dedans. Et donc c'est terrible de voir ça. Et un des deux réagit assez mal avec le fait que on les voit obligatoirement entre loups. Et je comprends. On découvre un gang de 500 souris qui sont donc de petits animaux qui sont jamais vus par qui que ce soit et donc qui ont décidé d'être obligés d'arrêter des malfrats pour pouvoir exister, que ce soit par la peur qu'ils offrent aux malfrats, par la peur qu'ils ressentent dans ces moments-là, sinon bah, personne ne les remarque. Mais ils sont tombés sur Yaya, qui est un bon personnage, c'est évidemment pas un méchant, il a des objectifs différents de Legoshi, qui a réussi à les faire exister à travers ses yeux, les souris, et ça c'est beau. Ensuite, on a le passage chez le tatoueur, qui est un paresseux, et donc c'est très drôle de voir le décalage entre la discussion qu'a Melon avec lui pendant qu'il se fait tatouer, et la discussion qu'il a avec lui finalement au client d'après, qui est évidemment Legoshi qui l'a espionné. Et sauf que ceci était un piège. Oh, Legoshi tombé dans le piège de Melon, qui sait qu'il le suivait, qui l'attaque encore une fois, et qui se fait sauver grâce aux connaissances qu'il a grâce à Sagwan, la connaissance donc du monde aquatique qui lui permet de se sauver, et de réussir un pari avec le gang des lions. Grâce à ça, on découvre un gang de chauves-souris anti-hybrides, gang que Gosha va plus ou moins affronter vu qu'il se rapproche de l'orphelinat auquel il tient. Et au final, on découvre le chef qui est un tout petit civette. On a plein d'intrigues qui se déroulent en parallèle, que ce soit celle du Beasters et de son amitié avec Gosha qui découle sur les Goshi, avec les relations interespèces qu'on a donc avec Yuno et Louis, avec Legoshi et Haru, avec Melon aussi techniquement, vu que c'est un hybride et que donc, ça fait le point d'après des relations interespèces techniquement. On a le gang des lions qui revient, qui pose une intrigue avec un autre gang anti-hybride. Donc c'est très intéressant. On a plein de très bonnes choses. On a toujours un portrait peu reluisant de l'humanité, mais en même temps tellement complet, tellement vaste et tellement intéressant. Beastars est une claque énorme et j'ai déjà hâte de lire le tome 17 qui m'attend là. Allez, attention. Le tome 3 de Dead Company, eh ben, c'était pas spécialement bien non plus. Parce que le personnage principal ne fait rien du tout par lui-même. Il se fait juste balader par son boss, balader par ses collègues, balader par celle qu'il veut sauver, balader par Maître Gims. Je vais me balader au respect tout Maître Gims, je sais pas ce que je raconte. Bref, il est totalement perdu et inutile. En plus de ça, tout va super vite, puisque 3 tomes pour raconter l'histoire d'une entreprise maléfique qui crée des jeux en se basant sur des vrais trucs de torture réels, et en suivant un personnage qui va sauver quelqu'un dans un des jeux, plus retourner tout ça. 3 tomes, c'est très peu. On a une conclusion très rapide, on se pas vraiment l'impression que c'est une conclusion d'ailleurs. Mais bon bah c'est comme ça, hein, on va pas se le cacher, tant pis. De toute façon, cet auteur n'a jamais été très fort pour les conclusions. Il est fort pour placer des mystères et plus ou moins et faire des trucs plutôt corrects au début, mais ça s'écroule tellement à la fin à chaque fois. Ah ouais, si, il y a le boss et le fils du boss qui sont. C'est terrible en fait. Parce qu'il y a sa supérieure directe, le boss de l'entreprise, le fils du boss, ils ont tous des plans différents qui se tirent tous dans les pattes, mais en même temps, tous ils utilisent le héros comme outil. Et donc finalement, bah c'est compliqué.
hein, à suivre. C'est pas spécialement intéressant. Genre, Yoga et la bataille en trame de fond, plus l'histoire du héros, pourquoi pas? Mais mélanger les deux comme ça pour que ça tienne en 3 tomes, ah, c'est pas très agréable! Parce qu'en fait, le héros, comme ça, il est coincé de tous les côtés, il a aucun choix possible. Donc, bah, c'est pas très intéressant. Sauf dans sa détermination ultime de sauver la sœur de son ex, je crois, alors qu'il n'est pas sûr du fait qu'elle l'apprécie, tout ça, c'est un peu cool. J'ai écrit famille horrible, tout le monde est horrible, j'ai écrit c'est chiant. C'est vraiment une très jolie phrase qui montre bien mon avis sur ce tome. Ouais, bah il y a le goût du sang qui est là partout, mais ça reste très peu intéressant et très peu réussi. Euh, Le héros fait tomber finalement l'entreprise assez rapidement, il suit le plan de quelqu'un, et ça marche en 2 secondes, et l'entreprise tombe. Mais en fait, pas vraiment, parce que ça faisait partie du plan de quelqu'un d'autre qui finalement piège le mec, et le coince, et lui promet un futur terrible quand il se réveille longtemps après. Voilà, mais c'est compliqué et pas très intéressant pour pas grand chose. C'est vraiment pas tourné vers l'horreur, ni rien, c'est tourné vers un truc d'enquête policière et de destruction d'entreprises méchantes, mais il y a rien qui se tient, quoi, c'est horrible. Parce qu'en fait, le tome en lui-même est pas intéressant, la conclusion, bah je la cherche encore, hein. Donc je peux dire que c'est une très mauvaise série. Je ne suis pas spécialement fan de Dodge et de Doped, mais alors là, Dead Company, ça aurait pu être bien encore une fois, hein. Je crache jamais sur les séries qui se ratent sur un tome ou sur la série entière. Il y avait du potentiel, comme sur le tome 8 de Chainsaw Man, mais alors qu'est-ce que ça donne rien? Spy X Family, tome 4. Continue ces histoires d'espionnage et de famille et de quiproquos et de secrets de Polichinelle. Et c'est toujours drôle, rafraîchissant, euh, assez touchant des fois, et il y a un petit propos de fond. J'aime beaucoup l'ensemble. Là, donc, on a une grande histoire pour le toutou de la famille, puisqu'ils veulent acheter un petit chien tout mignon, tout normal. Sauf que en face de ça, ils croisent un gang qui veut faire un plan de destruction avec le maire et avec tout un troupeau de chiens. Je dis pas ça. Et en fait, eh ben, toute la famille va être liée à cette histoire de gang de façon différente. Anya juste par le chien, la mère par la protection d'Anya, et le père par sa mission d'espionnage. Et finalement, les trois se croisent mais sans se croiser. Les trois aident à la mission de chacun et c'est très drôle de voir l'ensemble. Parce qu'au final, on sent très peu la tension réelle du gang et de son chien explosif. Car même s'ils ont des plans horribles, ben, on sait qu'on est dans un manga plutôt typé humour et typé sur la famille. Donc il y a peu de chances que quelque chose aille assez loin. Mais ça veut dire beaucoup pour la famille qui finalement marche très bien ensemble sans le savoir et c'est très rigolo à voir. Et finalement, on récupère un petit chien. On a une autre petite intrigue pour trouver son nom, puisqu'évidemment, bah, un nom pour un chien c'est important. Là, il y a moins de choses à dire, mais voilà, ça fonctionne aussi. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ah, c'est vrai! Je sais pas comment j'aurais pu oublier ça, mais je l'ai fait quand même. Le chien a également ses propres pouvoirs, sinon ça ferait pas assez de pouvoirs différents qui ne peuvent pas être dits aux uns aux autres entre 3 passages, il faut que ça ait un quatrième. Donc ça va pouvoir rajouter des cartes en main à la famille et rajouter d'autres quiproquos et d'autres situations où les pouvoirs ne peuvent pas se dévoiler. Sauf que Anya est aussi au courant du pouvoir du chien, comme elle est au courant du pouvoir de tout le monde. Donc finalement, Anya c'est la carte maîtresse. Peut-être qu'au moment. Le chien s'appelle Paul. Non, non, non. C'est un manga sur les espions, et donc il faut chercher plutôt du côté de l'espion le plus connu, je pense, son nom. Mais sinon, pas mal trouvé le nom de Paul.
donc je disais... Tititit. Oui, donc... Non, toujours pas, ni Patrick ni David. Mais t'inquiète, tu vas finir par trouver. Ah, ouais, voilà, c'est ça. C'est merde, c'est exactement ça son nom. Bien joué. Bref, il y a toujours de l'humour, de la bonne ambiance, ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup Spy X Family. Euh, et au final, il y a deux petites histoires bonus qui rentrent pas dans le scénario et qui rajoutent des petites idées, mais c'est pas forcément le plus intéressant. On en a une sur le fait que Anya a pas le droit de rentrer dans la chambre de ses parents. Voilà, c'est tout. Bah, enfin, c'est parce qu'ils ont des choses à cacher avec leurs propres secrets, mais ça marche moyen vu que Anya les connaît. Et il y a une histoire sur le second de Twilight et sur leur relation. C'est une petite amitié sympa. Mais comme elle sert pas à grand chose, bah. Voilà, bref. On passe au tome suivant. Hop. Demon Slayer, tome 17. Alors là, on va arriver dans le dernier arc, donc ça va spoiler un peu, que ce soit que vous soyez à jour sur l'animé, sur la saison, sur le film, quoi que ce soit. Donc attention les oreilles. On a un tome avec 2-3 affrontements, pas plus. On termine très rapidement celui entre Doma, la deuxième lune supérieure, et son adversaire. Le résultat est plutôt étonnant parce que pour un arc final, on s'attend pas vraiment à ce que les rapports de force soient plutôt égaux. Vas-y là. Bon, on dit c'est merveille, je peux plus lire les commentaires. Si, je mets. Hop. Des petites pauses. Et il y a un follow. J'ai pas vu le nom, mais. Bonne journée à toi, Zeller Kill. C'est très gentil de me passer. Mais si c'est le but, c'est de m'embêter, c'est très gentil. On a un pilier qui meurt bien rapidement, genre sans avoir spécialement raconté de choses avant, sans raconter spécialement de choses dans son combat final, et sans raconter beaucoup de choses dans sa mort. Donc c'est assez étonnant, assez déroutant, et pas forcément passionnant à voir. Apparemment, on a une chance que si le pilier suivant qui arrive sur le même combat, si ce pilier arrive à gagner, on a une chance de la revoir, au moins un petit peu dans des discussions ou quoi que ce soit. Alors pourquoi pas, d'autant plus que ça ferait un truc intéressant de maître à élève, mais je demande à voir, parce que là, traiter comme ça, c'est assez étonnant, et en plus c'est très rapide. Ensuite, on a enfin du développement pour Zenitsu. Zenitsu qui est apparu au tome 2 ou 3 si je ne m'abuse, et qui a enfin un arc et un développement pour lui. Vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour un personnage principal pour être développé dans ce manga. Il se bat contre son ancien co-élève, techniquement, parce que c'était un autre élève qui était là avant lui, et il a plus ou moins pris sa place, on va dire. Parce qu'il était jaloux de plus être spécial, et il se moque de Zenitsu qui connaît que le premier mouvement. Parce qu'évidemment, le maître, il est derrière ses deux élèves, et alors cet élève, il est en mode non, ça doit être que pour moi. Et regarde, moi. D'autant plus que je maîtrise les six techniques, alors que Zenitsu, il maîtrise que la première, ce débile. Mais Zenitsu a, pour compenser, créé son propre mouvement, car lui n'est pas fixé entièrement sur le fait qu'il faut que parler de lui, mais sur le fait qu'il faut surpasser les autres en montrant directement comment faire. Et donc c'est très intéressant de voir que finalement c'est pas le maître, mais c'est Zenitsu qui a pris lui-même un coup pour dépasser son co-élève. C'est pas des plus passionnants ni des plus recherchés, mais on a enfin un truc sur Zenitsu, et c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a un tour rapide des persos, car il y a des informations importantes qui sont à passer, comme la mort d'un pilier, comme le fait qu'il y a quelqu'un de personne puissant qui va se battre contre la deuxième lune supérieure pour venger le pilier qui vient de mourir, que y a Zenitsu qui a réussi quelque chose. Voilà, donc on fait un petit tour. C'est tout.
Et ensuite, on a Tanjiro et Giyu contre Akaza. Et depuis la dernière apparition d'Akaza, Tanjiro a vraiment évolué. Ça, c'est sûr, on va pas se le cacher. Il le fait d'ailleurs encore en repensant donc, aux paroles de Akaza, aux paroles de Kyojiro et aux paroles de son père, car tout ce qu'il a vécu finalement jusqu'à maintenant, et évidemment ça le fait grandir à chaque fois avec de nouvelles capacités et des nouvelles façons de penser qui l'aident à affronter son adversaire qui est quelque peu plus puissant que lui. On a donc un mini flashback sur son père qui est tout calme, tout puissant, tout rapide. Il est assez étrange comme personnage. Je dirais qu'il est un peu lunaire, mais il fonctionne en soi dans l'univers de Demon Slayer. Il est pas étonnant. On a la marque qui apparaît très rapidement à cause d'une petite discussion sur Giyu. Et on a Tanjiro qui débloque aussi une nouvelle capacité avec un monde invisible. Donc on a pas mal de power-up qui apparaissent par-ci par-là, mais en même temps, les expériences actuelles et les situations actuelles sont plutôt puissantes et violentes, donc ça nécessite de le faire, et ça explique plus ou moins que ça soit fait. Akaza détestait officiellement Tanjiro car il était faible, mais maintenant qu'il lui a prouvé qu'il était fort, il le déteste toujours, donc c'est assez rigolo du fait de voir que notre personnage rayonnant et solaire ne l'est pas forcément pour tout le monde. Évidemment, tout ce qui crée de la lumière crée aussi de l'ombre, souvent en plus grande quantité. Qu'est-ce que j'ai écrit? Et ensuite, on a un message possible pour Tanjiro s'il gagne le combat. Bref, on a un arc final qui se lance avec des combats importants, des évolutions plutôt rapides. Fonctionnelles, mais rapides. C'est pas mauvais, toujours pas. C'est pas excellent. C'est du très bon combat. Mais j'ai peur qu'un arc final de je sais pas combien de tomes ça va durer là, longtemps, soit un peu trop. Parce que j'aime bien avoir des petits arcs focus sur des bouts d'univers, sur quelques personnages et sur la façon dont ils peuvent évoluer et grandir. Mais là, ça va être compliqué d'avoir tout d'un coup, ça va faire un gros pâté, je pense. Et je suis pas fan de ce genre de délire. Allez, top suivant. Le tome 3 sur 4 de 17 ans, une chronique du mal, et ben c'est. Ça me dérange de dire ça, car c'est une histoire vraie. En grande partie, c'est un peu romancé, je suppose, mais la plupart des choses sont tirées d'une histoire vraie. Terrible. Et je trouve ça compliqué de dire que c'est pas très bien à suivre. Sur un tome, c'est très intéressant. Sur 2 tomes, c'est très bon. Sur 3 tomes, ça commence à être long. Parce que les choses évoluent très peu. Tous les personnages sont juste bloqués dans le mutisme. Parce qu'ils savent que s'ils parlent pour faire tomber les autres qui mériteraient, et eux aussi vont tomber car ils ont participé un petit peu à un moment ou à un autre. Alors que ils ne le pensaient pas vraiment à mal, ou vachement moins que les autres. Mais ça compte pas. Donc si quelqu'un parle, tout le monde tombe. Et donc c'est compliqué de faire avancer quoi que ce soit quand tout le monde est bloqué soit par lui-même et ses convictions, soit par les autres, et ne peut pas parler. Les seuls qui peuvent faire bouger l'intrigue, c'est la sœur jumelle de celle qui est kidnappée, et celle qui est kidnappée elle-même. Sauf que celle qui est kidnappée, elle est un peu coincée, ça va pas se le cacher, vu que c'est le but d'un kidnapping et d'un enfermement, je pense. Donc comme j'ai dit, ça tourne en rond et ça avance pas, car tout le monde est muet. Donc c'est vraiment ce que j'ai expliqué. Ah oui, si. La sœur jumelle qui recherche donc celle qui est kidnappée, elle se fait presque violer aussi. Trop marrant les garçons de cet âge dans cette histoire. Heureusement, elle est sauvée par le chef du gang qui tient son rôle de chef par cœur. Il peut pas vraiment faire tomber par lui-même ceux qui sont dans son gang, car ça serait remettre la faute sur lui-même et faire tomber sa dignité. Mais au final, je viens de me perdre dans ma phrase. Ah oui. Au final, il arrive à donner quand même quelques informations et il explique qu'il veut se venger, ce qui permet quand même, au final, de faire un petit peu avancer la police à son tour. Donc voilà, les choses bougent un petit peu avec quelques pièces qui apparaissent ou qui changent à peine, mais c'est long.
c'est long. Il y en a un autre qui s'enfuit car il ne sent plus toute cette pression, et il se fait évidemment tuer par ces putains d'amis qui sont débiles au possible. Et ben, ils sont obligés à ce moment-là de coincer le héros en mode Eh vas-y, tu es avec nous, t'es encore plus coincé, tu peux encore moins parler vu qu'il y a un cadavre maintenant. Au moins, c'est bien trouvé au niveau des montagnes russes d'espoir et de désespoir, puisque le héros pour s'en est sorti en s'étant fait tabasser par les autres grâce à un habile plan de sa mère, mais bah le voilà qui replonge assez violemment dans cette histoire. Et voilà, donc bah, le cadavre est découvert à la fin. Ça va être la fin la prochaine fois, donc j'espère que ça sera intéressant parce que les choses risquent de bien bouger. Étant donné qu'il y a un cadavre, et donc ça fait plus d'informations, et donc la piste va remonter. Mais alors, c'est long, c'est compliqué hein, de voir des personnages qui n'ont pas le droit de parler et qui sont tous coincés par leurs propres idées. Alors pourquoi pas, mais pas avec un tome tous les 3 mois, parce que bah, t'attends 3 mois, tu lis ton tome et tu fais Ah, ça n'a rien changé, ah ouais, super. Et je me sens toujours terriblement mal de dire ça sur une histoire vraie. Allez, tome suivant. Ah, fais-moi prendre dans la gueule. Hop. One Piece, tome 98. On commence la trilogie finale avant le 100ème tome, et ça c'est dingue. Mais encore une fois, c'est un tome que j'ai trouvé infini. Oh là là, j'ai trouvé ça mou, mais mou. One Piece, j'aime beaucoup quand il y a de l'aventure, de la découverte, des mondes, des îles intéressantes à découvrir, des trucs intéressants sur les personnages. Mais alors, quand c'est de la guerre, oh, mais qu'est-ce que je m'en fous. Alors, autant vous dire que Wano, c'est très très long pour moi. Si depuis 3 ans, il y a eu un an de découverte d'arc, un an de préparation à la guerre, et un an de guerre. Alors, autant vous dire que la dernière année est très très longue. Déjà que le reste n'était pas spécialement réussi alors que c'était ce que j'aimais. On a enfin le lancement de l'attaque officielle sur Onigashima. Et on a Kaido qui prend officiellement le pouvoir, alors qu'avant il était séparé entre lui et Orochi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que bah ça change rien. Parce que certes, les deux chefs ils se battent entre eux, mais après les groupes qui restent, et ben tout va bien, ils vont tous sous Kaido, donc ça change rien. Ça change rien du tout. On a un premier round entre Kaido et les Fourreaux Rouges. C'est intéressant sur le fait que les Fourreaux Rouges ressemblent à Oden, mais pas assez pour pouvoir faire assez de mal ou se blesser Kaido. Pourquoi pas, je prends les parallèles, ça me plaît bien. L'idée d'avoir un héritage assez puissant euh, d'un maître à ses vassaux, ça me plaît bien. Juste, ça rend pas grand chose niveau image et ça me marque pas visuellement. C'est dommage. Mais c'est parce que moi, c'est pas mon délire, les batailles. Ensuite, on a un truc sur DS Drake qui est puni parce que c'est lui qui avait sorti Law de sa prison. Et ça, c'est une nouvelle importante. C'est traité de manière plutôt correcte parce qu'on a donc tous ceux de l'équipage de Kaido qui sont au courant, qui veulent se venger, qui veulent le tuer après l'avoir piégé en disant ouais, viens, on va faire un truc ensemble. Donc c'est plutôt rigolo. Mais au final, il sort juste de ça en sprintant en disant eh, viens, on s'allie, chapeau de paille, et c'est tout. C'est pas des plus intéressants. Encore une fois, on a des pièces qui avancent petit à petit, mais qui vont pas assez loin dans les idées qui m'intéressent, et donc bah. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses, pour finalement très peu de résultats, je trouve. On a les Mugiwara qui se rassemblent enfin, et donc tout va bien. C'est tout, c'est vraiment ce que ça raconte. On a les Mugiwara qui sont séparés, finalement ils finissent par se rassembler au hasard des chemins et des batailles, et avant tout le monde se dit ah là, tout va bien. Non. On a deux vilains importants, un qui a tué Yasuye et un qui est un sacré traître, qui sont tous les deux morts en 3 secondes dans le tome. Du coup, évidemment qu'aucun des deux n'est mort, parce que sinon ça n'a aucun intérêt et je vais retrouver Oda et me venger. Car, quand on parle de traîtrise, il faut que ça soit traité avec intérêt et talent, pas juste hop, il est mort, c'est bon, ils sont vengés. Ça n'a aucun sens. Et quand on crée un sacrifice important dans la phase de création de la guerre,
il faut pas que celui qui empêche tout ça, presque, soit mis à l'amende en 2 secondes non plus. Je sais pas à quoi il joue. Pourquoi il s'en débarrasse comme ça en 2 secondes pour les faire revenir plus tard en mode ah, on s'est débarrassé de 2 personnages, maintenant on est pile assez pour pouvoir traiter de ces intrigues. Non, ça marche pas du tout. On a Momonosuke qui a une scène cool là, car il est prisonnier. Donc il donne une scène cool sur son prénom et son nom de famille, car Kaido lui donnait une chance de survivre s'il avouait ne pas être n'importe qui. Et finalement il le fait, et c'est très beau comme ça. Donc ça c'est un passage que j'ai bien aimé. Je trouve ça très très lourd, parce qu'il y a des actions dans tous les sens, et des trucs très stupides. Par exemple, Queen qui enferme pas mal de personnages importants, ou pas, dans une salle, et qui leur font jouer à un jeu de survie avec une sorte de virus zombie qu'il a créé. Mais c'est pas le moment de s'amuser, il y a une guerre totale, c'est insupportable. Là, il laisse totalement la chance au héros, genre il a juste à récupérer l'antidote à Apu, et vu qu'il y a Chopper dans la salle, et ben, il récupère, il soigne tout le monde, et tout va bien, et après, bah, Queen n'aura servi à rien, il aura raté son plan. Encore, comme par hasard. Ah, j'aime pas. Et ensuite, ben, on a un petit passage sur Yamato qui met 1000 ans à s'allier et à avancer, et c'est pas intéressant non plus. Et en fait, il y a pas mal de bonnes idées, par-ci par-là, mais c'est divisé sur trop de personnages, trop d'actions, et du coup ça prend trop de temps, et ça marche pas très bien sur moi, donc Wano Kuni perd des points pour moi. Top suivant. Hop, on continue sur les lectures qui m'ont pas forcément convaincu, hein, puisqu'on est sur une des premières notes négatives que j'ai mis de l'année, je crois, dans mon petit carnet, avec le tome 27 de Black Clover. Je suis très peu convaincu par Black Clover depuis le début de Rise Self, donc ça commence à faire quelques temps, hein, ça va faire 12 tomes. Il va falloir arrêter ou mettre en pause à un moment, parce que là c'est un peu stupide. Et donc là, effectivement, l'histoire est stupide aussi, puisque les personnages n'ont aucune difficulté à vaincre leurs ennemis, font une ellipse de 6 mois, donc ce qui est une durée absolument stupide et inutile pour faire une ellipse, car il n'y a aucun changement physique et de pouvoir qui peut être fait en 6 mois. Et juste après l'ellipse, les héros sont en difficulté. Je trouve ça immonde comme construction. Immonde. Et là, bah, encore une fois, j'ai écrit stupide, car sous la jaquette, on voit les capitaines 6 mois plus tard, et bah, c'est toujours ridicule, car il y a rien qui change. En 6 mois, tu peux pas faire de changement de caractère, de chara-design, de caractère ou de pouvoir. Les persos eux-mêmes disent que ce serait stupide de penser qu'on peut changer et être plus fort en si peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour montrer à quel point c'est stupide comme histoire? C'est insupportable. Donc, il y a un entraînement express pour certains chez les elfes. On sait pas ce que c'est pour ceux qui ceux qui ont affronté Dante dans le tome précédent. On sait encore moins ce qu'il advient de Magma et de Zora, car on n'a pas de nouvelles d'eux. Donc sans doute que ont réussi à être vraiment plus forts en 6 mois. Super, pourquoi ils n'ont pas partagé leur technique? On se le demande. On a deux trucs un peu cool pour les suivants, qui est du stockage de pouvoir pour Yuno et un entraînement démoniaque pour Asta, avec le personnage qu'on découvre ici, qui est Nasht, pardon. On a une petite réunion sympathique avec les personnages importants, donc les piliers, je vais dire, non, ça c'est Demon Slayer, avec les capitaines, pour faire le point sur le royaume de Spade, pour créer un plan d'attaque, pour former les différentes équipes. Ok, ça marche. On a quelques caractères qui se confrontent. Ça, c'est intéressant. On a Nasht, on découvre qu'il a 2 facettes, il est plutôt sympa, mais il casse pas 3 pattes à un canard. Bon, il est là que depuis un tome, donc j'attends de voir, mais... c'est vrai, je viens d'y réfléchir, parce qu'on en avait déjà entendu parler dans le précédent, mais là ils le disent à plus de monde, Yuno serait un prince. C'est stupide. Parce que le propos de Yuno et d'Asta, c'est d'être des roturiers, de n'avoir aucun sang, de n'avoir aucune base, et être fort quand même, grâce à leur entraînement, à leur conviction et à leur détermination. C'est un prince. Il a donc toutes les dispositions nécessaires de sang pour voir la magie.
C'est stupide. Ah putain, horrible. On découvre un peu plus en détail le démon d'Asta. On découvre que sa mère, à Asta, a plus ou moins adopté le démon également. Donc finalement, elle a un fils de sang qu'elle n'a pas pu élever, qu'elle a mis ailleurs, et un fils démoniaque qu'elle a adopté car il était tout seul et seul et que personne ne en voulait de lui. Finalement, pour le protéger du roi des démons, elle l'enferme dans un livre. Ensuite, Asta a grandi, paf, le livre qui est revenu, bah, c'est celui avec lequel il y avait son frère, techniquement. En soi, la fin est logique, mais le fait que la fille qui trouve un démon qui a le pouvoir de sceller, qui et machin, ça soit la mère d'Asta, ça c'est un peu gros. Ah, je suis mitigé sur ce point-là. Ensuite, on a un combat plutôt sympa entre Asta et son démon et sur le contrat qu'il crée, parce que ben, c'est des nouvelles règles. Nash ne voit pas du tout le monde de cette façon, et Asta offre une nouvelle vision, c'est plutôt intéressant. Assez convenu avec le personnage d'Asta, mais c'est pas trop mal. Par contre, pour avoir ce power-up, bah, finalement c'est assez long vu que ça prend tout le tome, et c'est toujours pas très bien construit. Donc j'attends de voir l'attaque, ce que ça va donner, parce que là, Eden 0 tome 14, c'est toujours ni bon ni mauvais, c'est très Osef, comme le prénom. Le tome 13 là, a été le seul qui m'a un peu intéressé, car il était centré sur des personnages, sur des PNJ en fait, en soi-même. Et c'était plutôt réussi, parce qu'il y avait une petite histoire qui se tenait de bout en bout, qui était sympa, et qui collait avec l'univers spatial qui nous est conté. Alors que bah, sinon, le reste, on a des combats, mais basiques, qui pourraient être dans n'importe quel univers, et donc bah, je suis pas très emballé. Par exemple, on rencontre un mec qui a le pouvoir de la colle, il y a un combat. C'est pas très intéressant, parce que les héros sont en difficulté vite fait, mais bah, ils s'en sortent facilement, et c'est tout. Ça raconte rien sur les personnages, ça raconte rien sur la planète, ça raconte rien sur les méchants. C'est terrible. Il y a chacun qui a un combat, avec des justifications pas terribles pour les affaiblir. Mais c'est comme ça, hein, il faut bien montrer que les personnages sont en difficulté en affaiblissant leur pouvoir directement, pas en montrant que les adversaires sont forts. C'est malin. Bah, y a aucun intérêt pour Shiki et Omura, car ben, eux, ils ont des pouvoirs. Bah, juste, c'est pas intéressant. Shiki et Omura, en fait, ils sont trop forts. Et ensuite, il y a le pouvoir beaucoup trop abusé de Rebecca, car elle peut aller jusqu'à perdre, puis remonter dans le temps, et après bah, gagner en réfléchissant à son plan. Alors pourquoi pas, hein, mais le voir ça à chaque fois, et se dire à chaque fois, ah, ce que j'ai vu, bah, c'est pas la vérité, et elle s'en sert juste pour apprendre ses erreurs et revenir, bah. Ça va faire long de voir toutes les actions en double en fait. On découvre vite fait le fils de Nero, qui est le chef de la zone, et donc son fils, bah, c'est un méchant, il agit comme un méchant sur 3 cases. C'est tout, c'est un méchant quoi. Il y a une rencontre mouvementée qui a un petit potentiel avec Justice, donc lui, ici présent, celui qui ressemble à Jelal de Fairy Tail. Car on a une vraie réflexion sur les mauvaises interactions avec Arzi, sur le fait d'être un pirate, sur la justice. C'est son nom, c'est marrant. Donc ça marche. Mais bah, c'est un peu long hein, d'attendre ça pour avoir un truc qui me plaît bien dans le tome. Et enfin, bah, il y a une mission pour mettre les robots correctement sur la planète. Ça, elle est plutôt intéressante en elle-même, même si ça fait un peu shoot 'em up de RPG habituel. C'est déjà ça. Mais c'est intéressant surtout car on découvre un docteur méchant, qui était méchant donc avec Armit et avec Clean. Donc ça va pouvoir libérer les deux personnages et les rendre plus attachants, plus humains et plus réussis. Sauf que on va encore avoir le droit à cette histoire pour la 3e fois de ce docteur qui est méchant avec ses robots. Ça va faire beaucoup. Voilà, donc comme je disais, comme j'ai écrit, ça se répète beaucoup. Les combats sont longs et racontent rien. Et Mozuko, putain, Mozuko! Casse-toi, tu sers à rien, t'es pas drôle. Alors franchement, hein, c'est pas mal.
Si on enlève toutes les répétitions sur la même façon exactement de traiter le côté robotique à chaque planète, si on retire les combats et si on retire Mozuko, c'est très bien, il donne 0. Mais bon, bah, on n'y est pas là, hein, on n'en est pas là encore. Hop, avant, dernier tome, avec Shaman King Star Edition, tome 8. Finalement, en autant de pages, donc il y aura quand même un beau paquet, un beau pavé même. On a, si je calcule bien, pas loin de 400 pages. Et finalement, on a très peu de combats du Shaman Fight. Il avance très très peu là en 400 pages, on va pas se cacher. En même temps, ça prend un temps fou. Car l'équipe de Yo est sur Dell, car leur entraînement a bien monté la puissance des 3 de l'équipe. Donc que sont Yo. Je me souviens plus du tout. Yo, Faust et. Bokuto. C'est ça, hein? Ouais, c'est Yo, Faust et Bokuto. Ouh! Allez, mémoire là. On a au moins 180 pages pour les voir gagner, alors qu'ils sont sur 2 dès le début du tome. C'est long. Car en fait, il parle à chaque fois du fait de créer un monde parfait, donc il faut qu'ils prennent conscience des volontés, des rêves, des idées, de la personnalité, des pouvoirs de leurs adversaires, pour être capable de créer un monde parfait pour eux. Genre, que eux puissent aller à la victoire, tout en n'oubliant pas les adversaires qu'ils ont affrontés et les alliés qui les ont accompagnés. Alors, c'est une volonté intéressante, mais si on pouvait le faire en moins de pages pour faire un peu plus avancer l'intrigue, je suis pas contre. Heureusement que c'était intéressant. Contrairement à d'autres choses qui font des trucs longs et pas intéressants. Qu'est-ce que c'est écrit? Ah, oui, ok. On a une rencontre rapide entre Ren et Ao. Ils s'entendent pas, ils ont tous les deux des caractères très forts, mais apparemment il y aurait une alliance possible. Et ça pourrait faire un retournement de situation plutôt cool. Parce qu'on a réussi à faire revenir Ren du côté lumineux, même s'il est toujours un peu gris. Et qu'on a Ao à affronter prochainement et à faire évoluer, donc ce serait rigolo d'avoir un petit groupe des deux. On a un passage entre Yo et Lizurg. Ça marche plutôt pas mal, mais les X-Laws sont insupportables. C'est vraiment un groupe horrible, ils sont là, oui, on est pour la foi, on est pour la religion, machin, mais laissez les gens être amis et discuter, non? C'est pas si dérangeant que ça, je pense, pour les pouvoirs et pour les combats d'après. On a un combat avec Ao dans le Shaman Fight. Il est monstrueux, en fait, car il utilise l'air, et l'air, il y en a quelque peu, et c'est quelque peu utile, donc il gagne plutôt haut la main. Et il peut changer les éléments. Donc ça, c'est plutôt calme hein, comme pouvoir. Tu contrôles l'air, donc personne peut respirer ou personne peut agir correctement. Et tu peux changer les éléments. Dommage pour les X-Laws qui sont prêts à mourir pour leur mission. Mais c'est long également en fait. Parce que lui, il a ah, je suis surpuissant. Eux, ils sont là. Ah, notre mission, eh ben, c'est de t'affronter, de montrer tes pouvoirs et tes faiblesses aux autres pour que eux gagnent. Et donc c'est en fait une sorte d'intelligence collective. Pourquoi c'est dans 1000 pages? On a Silva qui récupère des informations car c'est un descendant de AO apparemment. Hop, petit point d'intrigue placé très rapidement et qui marche. On a Yo qui annonce son lien avec AO et le poids qu'il porte depuis le début. Et donc là, ça fait un beau passage sur l'amitié et sur le fait qu'il fallait le dire avant et qu'ils sont là pour le soutenir. Ça marche très bien, c'est valide. Il y a un flashback sur la naissance des jumeaux. On a Ao et Yo qui sont puissants. C'est terrible comme naissance parce qu'ils savent qu'il y a un méchant bébé qui arrive, sauf que bah, ils savaient pas dans quel ordre. Donc bah, si le méchant arrivait avant ou si le gentil arrivait avant, et bah, il y en avait un des deux qui était pas possible à faire. Et donc qui aurait dû renoncer à la naissance des deux.
Mais finalement, quand le méchant est arrivé avant et a détruit un peu tout, et a fini par se barrer avec tes parts entiers, paf, le gentil a pu naître et devenir le seul espoir. C'est très intéressant comme fonction, comme vision du monde et comme naissance de l'espoir. J'aime beaucoup Shaman King. Les combats sont un peu longs de ce qu'il raconte, mais ça marche très bien. Attention. Enfin, le dernier tome d'aujourd'hui. Le one-shot Death Note Short Stories. On a très exactement, si je me souviens bien de mémoire, une grosse histoire, deux grosses histoires, quelques gags en quatre cases, deux petites histoires et une autre grande histoire. La première grande histoire, et ben en fait c'est pas forcément la meilleure, hein, car on a un Kira claqué un peu, genre il tue tous ceux qui veulent en fait. C'est gentil, hein. Il est là, oui, toi tu veux mourir parce que t'es vieux, parce que t'es triste, parce que tu t'es fait linguer, parce que t'as plus de boulot, off, ok, tu meurs. Il y a beaucoup de discussions, il y a quelques questions morales, mais bah, il y a une mort directe face à sa nullité en fait. Je comprends pas vraiment où ça mène. Si ce n'est genre que le Death Note mérite des actions plus classes que de laisser mourir ceux qui veulent mourir. Un truc comme ça, donc je passe sur de cette morale. Soit j'ai très mal compris, soit c'était vraiment pas de morale, soit elle est vraiment ratée quoi, parce que c'est pas une morale très valorisante. Valorisante. Ok. La deuxième marche très bien. On a un jeune qui a un cahier, et ça c'est intéressant. Il crée un plan pour 2 ans après, et donc ça c'est malin pour y penser 2 ans après. Et en fait, son but c'est de mettre le cahier en vente et de rester caché. Genre, il met le cahier en vente, il laisse pas apparaître son identité, il va récupérer de l'argent mais sans mettre son identité non plus. C'est finalement acheté par les USA et par Trump en lui-même, c'est drôle, avec de l'argent distribué à tous les adhérents d'une banque, histoire de cacher. Donc finalement, ça laisse tous les adhérents d'une banque comme suspects, et lui il a récupéré une bonne partie, donc c'est malin. Mais le roi des démons change les règles, parce que bah, évidemment on n'a pas le droit finalement d'acheter et de vendre le cahier. Donc les USA n'achètent plus, mais envoient l'argent quand même. Et finalement, est-ce que la force de persuasion n'est pas plus grande quand on n'a pas l'objet mais qu'on fait croire qu'on l'a, plutôt que quand on l'a et qu'on risque d'utiliser une mobilisation? Et finalement, bah, le héros était super intelligent et a super bien agi, parce qu'il s'est fait un peu tuer, mais il a donné à plein de gens. Et au final, bah, il meurt juste à cause d'une règle qu'il n'avait pas pris conscience, parce qu'il bah, a été créé pour lui. C'est dommage cette fin. Ensuite, on a des gags en 4 cases. Ensuite, on a un jour avec elle. Ensuite, on a l'arrivée de elle chez les Wamis. C'est plutôt cool car on a la création de leur amitié et la façon dont Watari traitait les enfants. Et on a l'histoire finale avec un tout petit, qui tue 5 personnes qui le maltraitaient, qui ne supporte pas l'idée de les avoir tués, qui efface les noms. Parce que finalement, il a une gomme qui efface les noms, et ça apporte une petite touche supplémentaire qu'il n'y avait pas forcément dans Death Note. Il aide même un autre enfant qui a le cahier, parce que bah, finalement, bah, il se rend compte que les bullies meurent à nouveau, car bah, ils sont liés à une autre personne qui le maltraite. On a une démonstration à la police et la brûlure du cahier. Et finalement, il y a un saut dans le temps sur un sondage autour de la mort qui intéresse le jeune. Une fois le film sorti. Alors en fait, c'est compliqué parce que bah, il y a 3 grosses histoires. Une qui est malheureusement très peu intéressante sur sa morale et sur le fait qu'on ait un Kira plutôt gentil qui veut plus aider les gens que faire ses grandes ambitions. Mais finalement, bah, la morale dit que non, ça marche pas du tout. On a un jeune qui est super malin mais qui se fait avoir parce que les démons n'aiment pas trop qu'on contrecarre des règles qui n'existaient pas encore. On a des petits gags et bonus qui marchent pas très bien sur moi. Une autre histoire bonus qui marche plutôt bien sur moi car c'est la création des personnages qu'on connaît.
Et une dernière histoire sur un enfant qui parle de manière plus intéressante sur le rapport à la mort, parce que finalement dans Death Note, c'est quand les gens l'utilisent ok et bah, tuent les gens, s'en remettent acide. Alors les deux premiers sont en mode ah, et là par contre en tant qu'enfant, bah ça pèse, tu vois, quand même sur son moral et sur sa réflexion. Lui et l'autre enfant, après finalement, bah que traiter le cas des maltraiteurs, bah c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire, mais il y a d'autres moyens. Et bah on a une sorte de fascination bizarre pour la mort qui s'est créée à la fin, et ça je sais pas trop où ça nous mène non plus. Mais bon, c'était sympa. Et voilà, on a lu ces 50 milliards de tomes ensemble. C'était un peu long, effectivement. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, mais voilà. C'était cool de le faire en live pour une fois, même s'il y a eu une personne qui a mis des commentaires. C'est déjà ça. On se retrouve prochainement, parce qu'il faut que je lise maintenant les mangas du mois de juin. J'en ai lu 4 sur 10, 12, je crois aussi. Sinon, bah, je vais sûrement reprendre des lives Twitch sur Life is Strange. Bref, on se revoit bientôt. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt.